Chine, Europe, États-Unis, une grande confrontation ou un jeu à trois. On en parle avec notre invité. Bonjour Thomas Gaumard. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes directeur de l'IFRI. Alors, ce qui structure aujourd'hui l'ordre mondial, c'est ce grand affrontement entre la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Donald Trump. C'est un affrontement qui est sur tous les plans, qui n'est pas seulement économique. On parle souvent de la guerre commerciale. Qu'est-ce qui peut en sortir pour l'Europe ? D'abord, je crois qu'il faut rappeler deux chiffres. En 2010, l'ensemble États-Unis, Europe, Chine représente 56% du PIB mondial. En 2030, cet ensemble représentera 54% du PIB mondial. Donc on peut croire à une forte continuité. Mais en réalité, ce qui va se passer dans cet intervalle de temps, c'est que la Chine, qui était à 11% du PIB mondial en 2010, va passer à 25% du PIB mondial, devant l'Union européenne et les États-Unis. Donc au fond, c'est un rapport de puissance qui est en train de se modifier très profondément en matière essentiellement économique. Et donc, c'est la traduction de ce changement en matière stratégique qu'il faut aujourd'hui envisager. La rivalité aujourd'hui se traduit de la manière suivante, c'est que les échanges commerciaux, la relation commerciale entre la Chine et les États-Unis est, de mon point de vue, subordonnée à leur rivalité stratégique. Et ça crée une situation tout à fait inédite par rapport à la guerre froide. Pendant la guerre froide, les principaux alliés des États-Unis étaient leurs principaux partenaires commerciaux. Or, avec la période de la mondialisation, le principal partenaire économique des États-Unis est son rival stratégique, c'est-à-dire la Chine. Et vous l'avez dit, ça se traduit dans tous les domaines, à la fois la politique commerciale, mais surtout la lutte pour la suprématie technologique. Ce à quoi la Chine et les États-Unis sont en train de se livrer, c'est à une lutte pour être le pays leader en intelligence artificielle, le pays leader en système d'information, le pays leader dans le cloud, et avec toutes les conséquences géoéconomiques que ça peut avoir. Alors évidemment, pour les Européens, c'est un défi de taille, parce que dans quelle mesure les Européens vont se retrouver piégés par cette rivalité sino-américaine. On n'a pas d'exemple de confrontation où justement ceux qui se confrontent sont des partenaires commerciaux aussi proches, puisque c'est le contraire de la guerre froide, vous le disiez à l'instant. Oui, alors il y a d'autres exemples. Souvent, ce qu'on prend comme analogie historique, c'est la rivalité entre l'Allemagne bismarckienne et le Royaume-Uni à la fin du 19e, au début du 20e. C'est-à-dire qu'il y avait des très fortes complémentarités économiques, mais une rivalité stratégique. C'est souvent le cas de figure qu'on utilise pour essayer d'anticiper les formes que peuvent prendre les tensions sino-américaines. Maintenant, on est dans un système beaucoup plus complexe aujourd'hui, avec des phénomènes d'interdépendance extrêmement variés, et la situation actuelle l'illustre. Donc c'est très difficile de raisonner uniquement par rapport à ce type d'analogie. Ce qui est certain, c'est que les deux pays investissent massivement sur leur appareil de défense, avec une dépense militaire américaine qui a dépassé les 700 milliards de dollars annuels, une dépense chinoise qu'on estime de l'ordre de 250 milliards de dollars annuels, mais qui croît très fortement. Et donc la question, en fait, c'est la capacité de la Chine à contester, et à quelle vitesse, le leadership technologique des États-Unis. Est-ce que vous voyez un moyen pour les Européens de peser au vu de la façon dont ils s'entendent aujourd'hui ? Les Européens, si vous voulez, sentent qu'il y a un espace politique. C'est-à-dire que l'ensemble des pays ne souhaitent pas être piégés, comme je le disais, par cette rivalité sino-américaine. Et donc, à mon avis, ils sont dans une logique où il faut repenser et faire évoluer la relation transatlantique, qui reste décisive pour la plupart d'entre eux. Il faut reconfigurer leur relation avec la Chine, parce que les Européens ont changé de discours à l'égard de la Chine. Depuis, je dirais, mars 2019, ils présentent la Chine comme un rival systémique, considérant qu'en réalité, elle ne joue pas avec les mêmes règles qu'eux. Et également, je pense que le principal sujet pour les Européens, c'est surtout leur cohésion interne. C'est-à-dire dans quelle mesure, compte tenu de leur organisation, après le Brexit, compte tenu aussi des déséquilibres franco-allemands qui se sont accentués au cours des 2 dernières décennies, ils peuvent faire face ensemble et fédérer, entraîner d'autres pays par rapport à cette rivalité sino-américaine. Donc c'est un défi tout à fait majeur et en même temps essentiel s'ils veulent maintenir leur poids géoéconomique. Et quand la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, parle de commission géopolitique, vous estimez qu'elle a la bonne réponse ? Elle envoie un message, c'est-à-dire que pour qu'elle utilise ce terme, c'est toute une évolution quand même
ça traduit une évolution assez significative de l'état d'esprit qui peut présider aux institutions européennes. Je pense que si l'Europe déjà commençait par avoir une commission géoéconomique, ça serait pas mal. C'est-à-dire si elle était capable de relier conceptuellement d'abord et politiquement ensuite sa politique commerciale, sa politique de concurrence, la PAC, l'aide au développement et les ambitions en matière d'autonomie stratégique. Au fond, c'est d'arriver à relier ces différentes politiques pour en faire une position sur la scène internationale et d'essayer aussi de réduire les écarts d'appréciation du contexte stratégique entre capitales européennes. Merci beaucoup Thomas Gomard pour cet éclairage. Merci.